Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 10 novembre 2022. On se retrouve avec un BTC sous les 17 000 $. On est venu même, je crois, autour de 15 500, 15 800 selon les échangeurs. Donc ça y est, on a enfin malheureusement notre mouvement d'ampleur sur cette fin d'année et le marché a tranché consécutivement à ce qui s'est déroulé ces derniers jours autour de FTX. C'est par le bas tout simplement qu'on est parti. Pour autant, on le verra dans quelques instants, tout n'est pas perdu comme d'habitude. Il y a quand même du positif dans toute situation, aussi catastrophique et dramatique soit-elle. En tout cas, pour ce qui nous intéresse à court terme, on a un Ether qui est revenu hier autour de 1080, on a un rebond technique qui est en cours autour de 1200, on a le BNB qui recule de 10% et la majorité des alts, Solana qui se fait complètement éclater, on est à moins 50% sur la semaine, qui est indirectement lié à ce qui se passe par rapport à FTX et à Alameda. Le CRO de Crypto.com qui recule d'une dizaine de pourcents, c'est également le cas de NIR, de Quant, de VeChain, de Flow et moins 12% pour Apecoin. On a moins 8,33 pour The Sandbox, moins 7,63 pour AAV autour de 65 $, moins 15 pour le UOB token. Et enfin, en bas du tableau, on a Lido qui recule de moins 11,62, mais on a Maker qui repasse dans le vert, plus 18% à la 50e place, 800 $ pour 711 millions de capitalisation ce matin. Au niveau du 4 heures, donc on a eu ici le retest des 18 300 lorsqu'on en est sorti avec une énorme volatilité. Pour le moment, rebond technique, donc à compter de 15 500 ici, on est sur BitMEX normalement, si je dis pas de bêtises. D'énormes liquidations, on approche probablement le milliard très largement de longues liquidées. On pourrait avoir un pullback donc qui reviendrait jusqu'à 17 500 à court terme. Pourquoi pas retester à nouveau les 18 500, mais en tout cas, la situation est suffisamment dégradée pour effectivement commencer à se préoccuper de targets plus baissières. Pourquoi pas plus tard, si jamais on perd les 15 500, autour de 12-13 000, mais on va y revenir là aussi dans quelques instants au niveau de l'analyse technique. Donc d'un point de vue du Crypto Fear and Greed, on repasse dans l'extreme peur 22 et ça à mon avis, d'ici la fin de la semaine, ça va être encore plus bas. Les ordres de marché ce matin, 8h45 que j'enregistre l'émission ce jeudi, qui sont en recherche de légers achats, mais plutôt sur une certaine neutralité. En tout cas, inutile de vous dire qu'après ce qui vient d'arriver, on va mettre des mois, des trimestres supplémentaires à digérer tout ça. Après, mon éternel optimisme me dit que si on a une fin d'année à la 2018, peut-être qu'on aura un printemps à la 2019. J'espère bien évidemment qu'il y aura une belle respiration de marché. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que c'est un jour extrêmement important pour les États-Unis et la bourse traditionnelle, c'est le CPI, les chiffres de l'inflation qui vont paraître et qui là aussi pourraient venir nous mettre la dernière petite manchette derrière la nuque au niveau du marché crypto si jamais c'était des chiffres qui sont pas terribles. Au niveau de la map de liquidation, donc on a véritablement tapé là dans toute cette liquidité qui attendait bien plus bas. On a désormais des murs qui sont là autour de 15 500, on en a un à 15 000 et ensuite autour de 14 500 et on voit ensuite que c'est bien plus mince au niveau de ce qui nous attendrait potentiellement. Donc c'est vrai que 13 500 à 14 000 par le passé, c'était aussi une bonne zone de travail. On va voir ce que ça donnera. Désormais, on est dans un territoire assez inconnu aussi au passage, puisque historiquement, on n'est jamais repassé sous l'ancien ATH pour venir y travailler longuement. Donc est-ce que d'ici la fin d'année, on aura récupéré 18, 20 000 et plus pour imprimer ce qu'on appelle vulgairement un V-bottom, comme on l'avait eu à la mi-mars 2020, ou est-ce qu'on va rester entre 15 et 20 000 pour quelques trimestres supplémentaires avec un désintérêt absolu, avec un bear market qui se transformera en une guerre larvée qui durera encore des trimestres? Voilà, c'est assez peu réjouissant, mais c'est vrai que désormais, il faut se rendre à l'évidence qu'on risque d'avoir encore pas mal de temps devant nous pour digérer tout ça. Ceci étant dit, pour ceux qui disaient « moi je veux encore accumuler pour X temps », voilà, c'est vrai que là c'est une période qui va s'y prêter totalement pour effectivement ensuite viser le cycle du halving pour 2024, pour rappel au printemps 2024. On a tous les échangeurs crypto-bourse, CDFI, les échangeurs centralisés qui sont parfois à moitié centralisés, décentralisés, et il y a différents hybrides aussi, donc on ne peut pas tous les qualifier, les mettre dans le même panier. Donc il y avait Swissborg qui a communiqué, il y a Coinbase, il y a Kraken, il y a Crypto.com. Voilà, globalement ils ont tous communiqué pour dire qu'à la fois ils essaieraient toujours d'apporter plus de transparence et qu'a priori personne n'a été pris par les ricochets pour l'instant, en tout cas publiquement, de ce qui a été déclaré
déclaré par rapport à FTX. Je vais revenir dans quelques instants à un post que j'ai fait ce matin qui a l'air de faire beaucoup réagir. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à autant de réactions et on va dire, défense comme ça épidermique vis-à-vis des différents échangeurs. Mais j'ai fait un post ce matin qui est un classement qui est tout à fait personnel de ce que je pense être le plus sécurisé en termes d'exchange, en termes de longévité, en termes de ce qu'ils ont proposé au marché. Et vous verrez que ça dénote complètement avec ce qu'ont l'air d'interpréter la majorité des gens. Donc je trouve ça plutôt intéressant dans le sens où ça expliquerait aussi pourquoi, d'un consensus global et social, puisque c'est de la preuve d'acceptation finalement sociale, FTX est monté si vite, si fort, avec tout le monde qui disait ben oui, c'est the place to be. Personne ne s'est méfié, tout le monde a laissé les fonds et est arrivé ce qui vient d'arriver. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi là le début d'explication de pourquoi il y a autant aujourd'hui de particuliers, voire de professionnels qui se sont laissés bloquer sur FTX. Et une fois de plus, ça n'est pas un jugement, mais c'est un simple constat. Dan CryptoTrade, donc, qui mettait en avant que ça sera le secteur de la DeFi qui va renaître des cendres de ce qu'on est en train de traverser. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On en a même discuté dans les dernières émissions, puisque là, on a fait live YouTube et Twitter Space hier. Donc, je pense pas qu'on puisse donner plus humainement que ce qu'on essaie de donner et d'apporter comme soutien en ce moment autour de l'entité de CM. On a donc le deal qui est tombé complètement à l'eau de Binance qui recule finalement, et c'est ce qui a été très largement puni par le marché dans la foulée par rapport à un rachat potentiel de FTX. Il y a trop à éponger. On parle désormais de 8 à 10 milliards. Pour autant, FTX, SBF aux États-Unis sont en train d'essayer de sonner à absolument toutes les portes pour essayer de trouver quelconque investisseur ou personne qui sera intéressé pour récupérer la boîte, même avec une valorisation inférieure à ce qu'elle représente aujourd'hui. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il va en advenir au niveau des fonds utilisateurs. Probablement que ça va partir en procès ou en class action aux États-Unis ou je sais pas, sachant que FTX US est une branche complètement différenciée de FTX Monde. Donc là aussi, je me pose pas mal de questions quant à la suite. On a Meta Facebook qui vire 11 000 employés en une seule fois. C'est assez catastrophique là aussi pour l'entreprise. Pour autant, immédiatement, les investisseurs ont salué le geste puisque d'un point de vue boursier, l'action a rebondi. Donc voilà, le drame humain à chaque fois dans les entreprises quand il y a ce genre de restructuration profite aux investisseurs malheureusement. Donc là aussi, je n'ai pas d'avis particulier, mais c'est assez catastrophique pour Meta Facebook à court terme. On a Patrick Hansen qui met en avant que la régulation va passer très fort et que probablement aussi ils vont s'attaquer à la fois aux échangeurs centralisés, mais aussi à la DeFi. Donc on va avoir un cadre qui va venir d'un seul coup être extrêmement dur, extrêmement fort. D'un autre côté, est-ce que c'est pas mérité quelque part par rapport à tout ce qui a été fait cette dernière année? On a eu Three Arrows Capital, on a eu Terra UST, on a un Do Kwon qui vient faire des lives alors qu'il est recherché par Interpol et tout ça. On passe littéralement pour des guignols au niveau de l'écosystème crypto, d'un point de vue de l'image, de la perception que ça renvoie d'un point de vue mondial. Et ce genre de perte de confiance, comme je le disais là aussi ces derniers jours, je vais pas me répéter 15 fois, mais pour moi c'est quelque chose qui est bien plus dramatique que tout l'argent qui est en jeu au niveau du marché crypto. C'est tout un temps qui va être un temps long et de récupération, et la confiance, elle met des années à se gagner et quelques secondes à se perdre. Et là, pour ce qui est du marché crypto, il est tellement drivé par ces émotions qui sont antagonistes, un coup l'euphorie, un coup la dépression intense, que quand il y a quoi que ce soit, le petit grain de sable qui vient malheureusement enrayer la machine, à chaque fois, c'est absolument catastrophique. Donc c'est aussi le moment de votre côté de prendre le recul nécessaire, de pas faire n'importe quoi, de décision hâtive, de revenge trading pour ceux qui sont dans du trading actif. Et c'est pour ça que ce matin, là, je répondais à quelques personnes qui me disaient mais t'es jamais allé sur FTX, tu fais pas du trading, etc. Déjà, je ne fais pas de trading avec levier, je ne fais pas de short sur le marché crypto, j'essaie de toujours essayer de regarder à l'achat et pour du spot. Et globalement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui, malgré le fait qu'elle soit totalement inconfortable, puisque sur mes bagues, je suis en train, comme vous tous, de me prendre la sauce absolue, je n'ai aucun risque de liquidation sur mes positions à ce jour et je n'avais rien sur FTX. Donc
J'espère que ça passe pas de façon arrogante ou quoi que ce soit, de dire voilà, moi je m'en tire bien et finalement c'est les autres qui avaient tort. C'est pas du tout le sens de mon propos, mais c'est vrai que je me demande à quel point les gens ont pu faire confiance comme ça aveuglément à laisser 100% de leurs capitaux sur une plateforme qui n'avait que 2 ans d'existence globalement. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans d'un point de vue de la sécurité, de l'hygiène, de la façon de procéder. Là aussi, ça n'est pas un jugement. Je suis plutôt dépité de ce qui est en train d'arriver à la majorité de l'écosystème, mais il y a encore beaucoup d'éducation et beaucoup de bonnes pratiques à refaire et à remettre en place pour que tout le monde plus tard ne puisse plus resubir ce genre de catastrophe. Et là, pour les plateformes en tant que telles, je suppose quand même que ça va leur faire une énorme piqûre qui devrait à la fois sentir passer et qu'ils plus tard ne reproduiront, j'espère vraiment pas, puisque là, franchement, c'est un peu comme certains le qualifient, le Lehman Brothers de la crypto, à ceci près que Lehman Brothers aux États-Unis, c'était 1000 milliards, voire au total, une fois qu'il y a eu les subprimes, 10 000 milliards. Là, on parle de 8 milliards au niveau des cryptos, sauf qu'il n'y a personne qui vient tendre la main pour poser les 8 milliards. Tellement, pour l'instant, c'est trop petit, c'est pas assez régulé, Enfin, voilà, les institutions, les 8 milliards, BlackRock et tout ça, c'est un peu comme s'ils vous jetaient la petite pièce à la tronche. Pour eux, ils pourraient racheter, s'ils voulaient, 100 FTX du jour au lendemain. Et pour autant, il n'y a personne qui est en train de tendre la main à cette plateforme qui, finalement, là aussi, a probablement bien trop dérangé de par son ascension ses concurrents, mais aussi le volet politique sur lequel s'était engagé bien trop loin SBF qui voulait réguler dont la DeFi. Et ça, je pense qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à malheureusement se couper un bout de bras pour derrière faire tomber l'intégralité de la branche qui devenait à leur sens pourri. Et là aussi, je n'émets pas de jugement personnel là-dessus. J'essaie juste de comprendre un peu comment s'est déroulé tout ça. Crypto.com, donc, qui communique en même temps que Swissborg et tous les autres sur le fait qu'ils ne sont pas impactés et que les fonds des utilisateurs sont ségrégés, mais je vais y revenir dans quelques instants, puisqu'il y a quand même en fonction des plateformes quelques différences. On a Sidzi, le PDG de Binance, qui a communiqué à sa team en interne par rapport à ce qui s'est déroulé sur les dernières 24 heures. Donc je vous le laisse quelques instants à l'écran, mais pour faire simple, c'était une communication interne corporate pour à la fois rassurer et montrer qu'il était à la barre, qu'il pilote le navire et qu'il voilà, il n'y a pas de gros problèmes à l'horizon par rapport à Binance, si ce n'est le fait que le marché se fait complètement éclater suite à cette déroute absolue et impromptue, si je puis dire, de FTX, puisque ça s'est fait en 24-48 heures de temps. Du côté de Solana, il y a 1 milliard qui vont être unlock, là c'était il y a 18 heures, donc ça devrait être dans les prochaines heures. Je ne sais pas là aussi l'impact que ça pourrait avoir sur le sol, donc faites attention à vous. On a Stani, le CEO de AAV, qui mettait en avant que le meilleur crypto framework, c'est-à-dire on va dire pour la régulation, le cadre de travail pourrait être la DeFi, et c'est vrai que c'est une façon de procéder qui est, on va dire, absolument démocratique avec les DAO et tout ça, bien que forcément ceux qui ont plus d'argent et de moyens ont forcément plus de pouvoir de vote. Donc est-ce qu'on peut totalement parler de décentralisation absolue dans la DeFi et de démocratie? Je ne sais pas, je pose ça là. On a Bob Lucas qui nous mettait en avant que ETH réagit plutôt pas mal par rapport à BTC, et d'ailleurs c'est une data que je vous avais poussée hier. On avait BTC qui est revenu à la même zone qu'en novembre 2020, tandis que Ethereum à cette période était autour de 400-440 $, alors que là nous sommes autour de 1100 à 1200 $. Donc est-ce que Ethereum post-merge est en train de trouver sa force, sa résilience pour ne pas retourner justement à l'envoyeur autour de 400 $? En tout cas, je vous avouerai que quand bien même Bitcoin reviendrait à 12 000 ou un truc comme ça, 13 000, revoir Ethereum à 400, ça serait sidérant, vu ce que ça représente désormais, et surtout, vu ces derniers jours, la réactivation de volatilité et le retour des gens sur le réseau Ethereum, on a désormais un Ether qui est déflationniste. On est passé sous la barre de ce qu'il y avait au niveau du supply total,
d'avant le merge. Ça veut dire qu'en seulement 2 mois de temps, alors que jusqu'à ces derniers jours, le réseau était complètement flat, il n'y avait quasiment plus aucune activité, donc quasi aucun burn. Là maintenant qu'on a un peu plus d'activité et des grosses transactions qui passent, on a immédiatement le réseau qui est passé déflationniste. Le tout en rémunérant autour de 5,5 annualisés. Après, chacun fera comme il voudra, mais comme le disait Bitcoin dans une des masterclass, c'est vrai que là c'est quand même assez providentiel vu de l'œil de l'investisseur en tout cas, et pour du long terme. Charles Edwards qui nous met le bandeau électrique en avant, on est venu mécher quasi sous ce bandeau. On voit que historiquement c'est ce qui a tendance à poser les points bas de marché. Là aussi je me méfie par contre de la capitulation des mineurs, puisque je ne m'explique toujours pas, mis à part cette guerre interne des mineurs pour le dernier survivant, pourquoi le hash rate continue diaboliquement de monter à fond les ballons. Donc ce qui fait que le Bitcoin est extrêmement cher à miner en ce moment, alors que le cours fait tout l'inverse. Peut-être que eux savent quelque chose que nous on ne sait pas, mais j'ai bien peur qu'ils se mettent eux aussi là, pour le coup à court terme, à commencer à capituler. 200 milliards qui ont été effacés du marché crypto en 48 heures, c'est l'équivalent de ce qu'avait perdu Amazon l'autre jour en 3 minutes de temps, ou bien encore la capitalisation totale de Ethereum avant que tout dump. Donc quand on regarde les échelles, ça paraît complètement fou. Pour autant, à l'échelle de la finance traditionnelle, on voit que c'est quasiment rien. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, les 8 milliards qu'il y a besoin, même si c'était 10 ou même si c'était 20, pour renflouer, pour bail out FTX, voire Alameda, mais c'est peanuts par rapport déjà au marché crypto dans son intégralité qui pèse quand même toujours 880 milliards, mais surtout par rapport à la finance traditionnelle. Et c'est là qu'on voit quand même, je pense, que la finance traditionnelle n'est pas encore prête à venir justement à la rescousse de ce zoo qu'ils doivent regarder de loin et sur lequel ils doivent encore se frotter les mains en mode il y a besoin à la fois de régulation et heureusement qu'on n'est pas tous rentrés dans ce joyeux bordel, c'est peut-être encore un peu trop. Les CPI US, je ne reviens pas dessus pour aujourd'hui et on passe à mon petit trade ici. Alors je ne vais pas rentrer dans les commentaires, sinon je vais récolter tout le sel de France et de Navarre pour tous ceux qui ne comprenaient pas à la fois ce classement et à la fois pourquoi j'avais mis certaines plateformes directement dans ce classement. Donc je vais essayer d'aller droit au but, de ne pas trop m'étaler en fonction du classement déjà et par rapport aux plateformes en tant que telles et de ne pas émettre d'avis personnel, bien que je sois utilisateur ou j'ai été utilisateur de cette majorité de plateformes. Pour ce qui est de pourquoi le choix de Kraken et Coinbase en top 1, c'est tout simplement, ils sont là depuis les débuts, ils sont là depuis la genèse et il n'y a jamais eu aucun problème par rapport à Coinbase et Kraken. Ils ont une manière de procéder, une régulation aux US qui est des plus strictes au monde. Coinbase, ça plaira pas, ils fricotent avec la régulation de très près, ils ont l'USDC, c'est ceux qui sont les plus assis aux États-Unis à ce jour. Kraken ayant cette différence sur ce terrain-là en particulier, d'être totalement plutôt en mode cypherpunk encore, on ne veut pas aller dans le sens du lobbying, de la régulation et de la politique. Donc c'est deux entités qui sont super solides, et pourquoi je les mets en top 1 et pas Binance, c'est bien évidemment pas pour les utilisateurs, c'est bien évidemment pas pour ce que représente aujourd'hui Binance qui est leader du marché incontesté et incontestable, c'est plutôt par rapport à la longévité, par rapport à la façon de procéder. Ils émettent, Coinbase et Kraken, pour rappel, mensuellement un proof of funds, c'est-à-dire publiquement, vous pouvez constater avec différents cabinets d'audit externes qu'ils possèdent bien les fonds des clients, que c'est des fonds qui sont ségrégés, qu'ils ne sont pas utilisés ni pour parier, ni pour faire quoi que ce soit. Et Binance est en train d'y venir, mais ne l'a pas encore fait. Alors, c'est pas parce que Binance, Crypto.com sont désormais PSAN que ça en fait d'un point de vue européen quelque chose d'un peu plus solidifié, ou pour la France en particulier, que c'est les leaders incontestés et incontestables d'un point de vue de la longévité et d'un point de vue de la sécurité au global. Je ne suis pas en train de dire que Binance n'est pas sécurisé, loin de là, bien au contraire. Probablement qu'il a déjà un niveau de Coinbase et de Kraken, mais on manque encore un tout petit peu de preuves, encore un tout petit peu d'historique. Et c'est là où en fait, je me rends compte, et j'ai quoté mon propre post, que les gens ont une perception de la réalité par rapport à ce qu'ils croient être qualitatif, mais qui est complètement décorrélé la plupart du temps, le grand public, de la réalité. Et pour Coinbase et Kraken, il y a une petite anecdote qui va
probablement pour la plupart être une découverte, puisque c'est quelque chose ça qui a été assez peu communiqué. Et en 2018, j'ai eu le temps de passer vraiment tout au peigne fin pour essayer de voir un peu si justement je raccrochais les gants ou si j'étais là quelques mois encore plus tard, quand je me suis fait complètement éclater fin 2018 pour rappel. Et Coinbase, il y avait à un moment un long post qui expliquait leur processus de comment ils mettent en place leur cold wallet absolu pour les fonds clients, puisque pour rappel, malgré le fait que Coinbase, Kraken et tout ça ont des frais conséquents, et c'est ce qui souvent a dérangé les utilisateurs, à ce jour, c'est ceux qui offrent un niveau de sécurité de type coffre-fort. En gros, vous avez la possibilité sur Coinbase, et ça je pense aussi que pour la majorité de ceux qui écoutent aujourd'hui qui ne l'ont jamais utilisé, même Coinbase, vous ne le savez même pas, il y a la possibilité de garder les fonds en hot wallet, mais il y a la possibilité aussi de faire un sous-compte sur Coinbase sur chacune de vos adresses. Vous avez l'adresse Bitcoin, vous avez l'adresse Ethereum. Vous pouvez sur chacune de vos adresses sur Coinbase faire un sous-compte coffre. Qu'est-ce que représente ce coffre ? Eh bien, du côté de Coinbase, je vais vous le dire et vous allez probablement halluciner, ça n'est pas une anecdote en mode c'est juste pour faire mousser ou quoi. C'est quelque chose qui est réel. Quand ils mettent en place leur cold wallet, et je crois que c'est à hauteur d'un certain pourcentage de leur total qui est déposé par les épargnants crypto, puisque en gros on appelle ça une crypto-bourse à ce jour, Coinbase, plutôt qu'un échangeur en tant que tel. Et c'est là où aussi il faut bien différencier une crypto-bourse d'un échangeur. Binance c'est plutôt un échangeur qu'une crypto-bourse. Je sais que la nuance est peut-être pas terrible à saisir pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui a quand même son importance. Bref, j'essaie de pas me perdre. Coinbase, quand ils mettent en place un cold wallet, ils envoient 2 personnes spécialisées là-dedans. À l'époque, ils avaient recruté des gens. Limite, on se demandait si c'était pas des gens qu'ils avaient débusqués du FBI ou de la CIA. Ils prennent une tente qui est une cage de Faraday. Ils vont au milieu du désert dans une localisation qui est gardée secrète et déterminée à la dernière minute. Et par un procédé qu'ils avaient détaillé à l'époque, et on ne doit même plus pouvoir le retrouver parce que j'avais trouvé ça assez fou à l'époque, qu'ils communiquent sur la façon de créer comme ça leur cold wallet. Ils s'enferment en gros au milieu du désert, la plupart du temps, ils disaient, je ne sais plus si c'est Arizona, machin, je ne connais pas trop les États-Unis. Bref, il y a plein de déserts aux États-Unis ou de zones qui sont un peu des no man's land entre certains États. Et ils allaient se perdre au milieu de nulle part, sur une destination en mode un peu force spéciale qui était déterminée au dernier moment, en s'enfermant dans une tente cage de Faraday d'où ne pouvaient sortir ni des ondes, ni quelques signaux électriques ou quoi que ce soit. Et à partir de là, ils faisaient leur cold wallet sans aucune connexion à Internet et tout ça. Donc c'est le genre d'histoires qui peuvent paraître dingues une fois qu'on les raconte quelques années plus tard. Et c'est quelque chose d'ailleurs peut-être que j'avais même jamais raconté ici sur la chaîne. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, je peux vous garantir, et pour ceux qui utilisent Kraken aussi, ils vous diront exactement pareil depuis des années, que ce sont les 2 les plus solides de l'écosystème crypto. Et il n'y a même pas à en débattre ou à dire quoi que ce soit. Pour quiconque est sur un échangeur crypto-bourse centralisé, c'est Coinbase et Kraken, si vous vouliez garder des fonds pour du long terme ou pour du staking. Vient ensuite Binance. J'ai mis Crypto.com à égalité, c'était peut-être une erreur, certes, puisque Crypto.com, là aussi, a un peu moins d'historique que Binance lui-même. Crypto.com a été un peu plus décrié et la communauté francophone a été extrêmement acerbe pour Crypto.com. Donc forcément, peut-être c'était une erreur de le mettre à ex-aequo avec Binance, mais en tout cas, pour l'instant, Binance a besoin de passer le step-up au-dessus pour être à égalité top tier, top god au niveau de Coinbase et de Kraken. Crypto.com peut être en dessous. Et ensuite viennent les outsiders, les étoiles montantes, Bitpanda et Swissborg. Je fais un rapide aparté sur le mode de fonctionnement de Bitpanda et de Swissborg. Bitpanda a les fonds ségrégés au niveau des clients. C'est aussi le cas des précédents, en tout cas sur le papier, puisqu'on ne peut le vérifier à ce jour que pour Coinbase et Kraken. Bitpanda est régulé en Autriche, sur lequel ils sont natifs. Ils ont le PSAN et ils ont la régulation licence bancaire européenne. Donc en gros,
C'est le plus haut niveau standard que propose l'industrie à ce jour pour Bitpanda. Ça en fait l'entité d'un point de vue Europe. Et là, j'espère ne pas trop m'avancer, mais je pense ne pas dire de conneries en disant que Bitpanda est le plus régulé en Europe, très largement. Et la régulation autrichienne est 100 fois pire que le PSAN. Donc je vous donne un ordre d'idée. Swissborg en tant que tel, je vais pas vous le cacher, ça fait partie de mes chouchous, de mes coups de cœur. On a été là dès le départ, on continuera de les accompagner sur le prochain cycle. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est une application qui a tout fait pour démocratiser à l'utilisateur final le fait de pouvoir en un clic acheter, vendre, avoir le petit récapitulatif qui apparaît immédiatement de comment est passé au niveau de leur robot automatisé votre ordre, qu'est-ce que ça vous a coûté, qu'est-ce qui a été exécuté sur telle ou telle plateforme, et ça fonctionne du tonnerre. Là aussi, Swissborg a été un peu parfois malmené par la communauté francophone puisqu'il y avait 1% de frais pour ceux qui ne sont pas premium. Les premiums ont eu souvent des trucs à redire puisque ça allait pas assez vite, voire pas assez dans leur sens. Un peu comme quand Crypto.com finalement a enlevé des bonus qui étaient là de longue date et tout ça. Donc il y a eu des petits coups de gueule, on va pas dire le contraire. Pour autant, à ce jour, Swissborg a une technologie de ségrégation des fonds en MPC qui fait que si Swissborg faisait faillite, et c'est pareil pour Bitpanda, l'intégralité des fonds des utilisateurs ne sont pas à risque. Est-ce que pour autant, à ce jour, j'irai laisser l'intégralité de mes fonds sur Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com, Bitpanda, Swissborg, CoinHouse, Just Mining, Phil Mining, tous ceux qui ont le PSAN et qui auraient pu être cités là aussi aujourd'hui? J'aurais pu faire une liste d'une dizaine. J'ai essayé de faire un top 3 parce qu'à mon sens, c'est ceux dont on parle le plus et c'est pas forcément une bonne chose de parler tout le temps que des mêmes, mais c'est ceux qui reviennent le plus sur les réseaux sociaux. Pour Swissborg et pour terminer autour de ça, je pense qu'ils ont une vision pour le prochain cycle qui va continuer d'aller vers l'utilisateur. On l'a vu avec l'arrivée récente qui n'est pas encore proposée au grand public, mais ça va pas tarder, des thematics. En gros, vous pourrez acheter un portefeuille de devises de Web3, un portefeuille de devises NFT Gaming, un portefeuille DeFi. Et le tout sera reventilé une fois par semaine en fonction des performances, des contre-performances pour essayer toujours de vous apporter la meilleure performance en temps réel, un peu comme une épargne pilotée dans la finance traditionnelle. Donc on s'éloigne bien évidemment en parlant de tout ça d'une utilisation 100% décentralisée, bien que la majorité de ce dont on vient de parler essaie de devenir de la CeDeFi, un pont entre la finance centralisée crypto et la finance décentralisée. Pour autant, comme je le disais juste en dessous, ce micro-trade n'a pas pour vocation de faire l'apologie des échangeurs centralisés ou des crypto-bourses, mais bel et bien de vous prouver que on peut avoir une certaine confiance dans certaines crypto-bourses et dans certains exchanges. C'est pas pour autant que 80-90% de vos fonds, vous n'allez pas immédiatement commander une ledger pour le mettre sur un cold wallet et posséder vos propres clés privées, vos propres fonds. Ça n'est pas le but de mettre en avant, de dire ce qui s'est passé avec FTX. Voilà, FTX, c'était finalement une planche pourrie. On a coupé la mauvaise branche. Derrière, il ne peut pas se reproduire demain sur les autres échangeurs, ça serait mentir. Mais par contre, il y a des niveaux de sécurité sur lesquels vous pouvez vous fier aussi un minimum quelque part pour déterminer combien vous allez laisser sur tel ou tel échangeur, puisqu'on est toujours amené à avoir des fonds qui sont à chaud sur les différents exchanges. Donc j'espère vivement que ce post n'a pas été mal interprété, mais bon, sur Twitter, la plupart du temps, tout est mal interprété. C'est pour ça que j'aurais pris beaucoup de temps pour détailler aussi ici. Désolé si j'ai oublié des plateformes, désolé si j'ai pas dit les bons mots pour la plateforme que vous plébiscitez. Le but, c'est pas de tirer la couverture vers telle ou telle plateforme. C'était juste de vous démontrer aussi preuve à l'appui que en fonction de la longévité, en fonction de la régulation, en fonction des assurances que propose telle ou telle plateforme, on peut avoir une perception grand public qui était extraordinairement positive pour un FTX, alors que derrière, la plateforme était toute jeune et qu'elle n'avait absolument rien prouvé. C'était du proof of social. Tout le monde disait « Ouais, moi je suis sur FTX, je mets tous mes fonds sur FTX, je fais du leverage sur FTX. » Il y avait des captures d'écran qui circulaient toute la journée, des gains et tout ça. Et derrière, malheureusement, ça a conduit
à la fois les petits portefeuilles et à la fois les gros portefeuilles, puisqu'il y a des personnes avec des 10, 50, 100 millions qui sont désormais bloqués sur FTX, à se faire complètement bananer. Donc j'espère vivement ensuite par rapport à cette situation que ça va pouvoir s'arranger, et comme je viens de vous le dire, 8 à 10 milliards, c'est clairement quelque chose qui est de l'ordre du possible, du réalisable. Pour autant, est-ce que quelqu'un va venir tendre la main, voir une banque qui dirait bon c'est bon maintenant nous on vient quand même un minimum à la rescousse de la crypto puisqu'on y croit pour plus tard? J'ai quand même un doute quand on voit que Binance lui-même n'a pas souhaité tout simplement finaliser le deal. Je ne sais pas comment ça peut arriver. En tout cas, ça a le mérite de nous rappeler que pour 2023, ça sera probablement le retour de la DeFi, le retour de Ledger en tant que tel. Je dis souvent Ledger, c'est pas pour faire de la pub à Ledger, c'est tout simplement parce qu'à ce jour, c'est celui qui parle le plus à tout le monde en termes de non-custodial wallet, en termes de hardware wallet, de code wallet. Il est absolument nécessaire d'avoir votre clé privée et de posséder une majorité de vos fonds directement en vos fonds propres, en votre possession, et votre clé privée ensuite la mettre en bonne sécurité. Je sais que à ce jour, une Ledger pour les petits portefeuilles, c'est entre 60 et 100 et quelques euros. Donc ça représente une somme pour une personne qui n'aurait que quelques dizaines ou quelques centaines d'euros à mettre sur le marché crypto. Mais n'oubliez pas que ce que vous investissez aujourd'hui, c'est potentiellement pour avoir un bel excès positif au niveau des développements de votre investissement plus tard. Donc même 1000 euros demain, si ça vous fait 5000 ou 10 000, est-ce que les 50 à 100 euros de sécurisation du départ, ça vaut pas le coup? Voilà, je pose ça là comme réflexion en tout cas. Au niveau du crypto total, donc on est venu mécher sous l'ancien support autour de 743 milliards. Pour autant, on va observer la fin de la semaine puisque on a eu un volume qui a été parmi les plus extraordinaires depuis la capitulation de juin 2021. Donc là aussi, j'essaie de voir le verre à moitié plein pour me dire que malgré tout, si cet événement ne nous projette pas directement vers les 10 000 ou 12 000 dollars pour Bitcoin, peut-être que ça ne sera pas si dramatique que ça en a l'air. Et c'était la théorie dont on parlait là aussi ces derniers jours et sur le Twitter Space d'hier. Le fait qu'il y ait déjà eu Terra Luna et Celsius en termes de liquidation, probablement qu'il n'y a plus assez de jus au global pour véritablement déclencher de nouveau moins 50% ou un truc complètement horrible. C'est pour ça aussi que hier, je fais quand même dans l'ordre, on s'attendait à avoir un BTC qui passe immédiatement à 12 000, 13 000 et tout ça, un Ether qui revienne sur des zones de prix complètement folles. Et pour autant, on a eu une certaine temporisation, malgré le fait que Sidzi immédiatement a dit publiquement, finalement on rachète pas. Donc c'était presque le ouf du marché qui malgré tout a été un ouf, pas de soulagement là pour le coup, mais un ouf de coup de pied dans les burnes, non, on va pas dire le contraire. Mais en tout cas, quand on regarde les crypto-totaux, on a certes pris une bougie qui était assez infâme, mais le gros de la capitulation, il est quand même fait précédemment. C'est pas là où on va avoir tout le jus qu'on est venu liquider, le STETH à 880 dollars, enfin voilà. Pour autant, là, ce que je viens de dire, on peut le constater sous nos yeux, puisque on a des moyennes mobiles, on a tout ce qui va bien d'un point de vue de l'analyse technique. D'un point de vue fondamental, on ne va pas non plus occulter le fait que FTX Alameda ont des ramifications et qu'on peut à nouveau avoir cet effet domino, ces cadavres cachés dans les placards qui viendront sortir sur quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois supplémentaires. Donc c'est de ça dont il va falloir se méfier. Cet après-midi, d'un point de vue macro, le CPI aux États-Unis, j'espère vivement qu'on va avoir à minima quelque chose qui colle au consensus, sinon ça va commencer clairement à coincer. Au niveau du BTC, on voit qu'on a la petite zone intermédiaire ici, autour de 15 500, 700 qui a arrêté le cours en mèche. Ensuite, on est autour de 13 800, 14 000 et ensuite on viendrait autour de 12 500 avec un pivot hebdomadaire à 11 500 comme je vous l'avais montré hier. Donc on s'est arrêté net d'un point de vue du RSI autour de 40 en hebdo pour le Bitcoin. Est-ce qu'on va devoir revenir à l'énorme zone de travail, le point de contact absolu entre 9 500 et 10 000 dollars en finalité de ce bear market, ce qui représenterait là aussi le drawdown de 2018 avec moins 84 à moins 85% sur Bitcoin. En tout cas, tout est possible désormais que ça c'est arrivé.
Je reste assez choqué du déroulement tardif de FTX, je pense, comme vous tous. Et c'est vrai que, bon, on ne s'attendait pas du tout à ça. On savait qu'on pouvait avoir un 2018 bis, mais pour en avoir parlé avec différentes personnes de la communauté, des personnes qui ont beaucoup d'argent, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, des CEO, des personnes qui sont à la tête de plateformes et tout ça, tout le monde a été complètement choqué de ce qui vient de se dérouler. C'était complètement barge et c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup de temps, je pense, désormais pour digérer la nouvelle. SPX qui clôture 2% dans le rouge hier, là aussi ça va être totalement drivé par les chiffres du jour. Pendant ce temps, on a le gold qui se stabilise autour de 1700 $ et de la moyenne mobile 200, donc on a eu une belle absorption autour de 1620 $ l'once de gold. Ethereum 1175, donc lui est en train de batailler sous la moyenne mobile 200 désormais. Pour autant, quand on regarde le ratio Ether-Bitcoin, eh bien il a plutôt pas mal tenu. Il accuse un peu moins le coup que le reste de ses congénères et c'est probablement aussi dû à tout ce qu'il y a eu de transition positive ces derniers mois. C'est pas pour autant qu'on peut pas prendre encore super cher, notamment si Bitcoin venait entre 10, 12, 13 000 en finalité, mais bon, on a quand même des candidats qui démontrent qui seront un peu les papas de demain, malgré le fait qu'à court terme, effectivement, c'est très très difficile, comme je disais hier, d'y voir quelques formes de positivité dans ce qui vient d'arriver. 40,28 au niveau de la Bitcoin dominance. Malgré le gros mouvement court terme, elle est restée scotchée là où elle était. Donc on n'a pas eu véritablement de retour sur le Bitcoin en tant que tel. Peut-être que c'est simplement revenu directement dans les stablecoins, dans l'attente effectivement que cet orage dramatique vienne à passer. Et on a le BTC en futur CME donc qui a clôturé hier à 15 810. On a leur zone de support qui s'est légèrement en fait front-run puisqu'elle se trouve autour de 14 000. On a des volumes d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire en passant les crypto-totaux et le Bitcoin, qui sont les plus hauts volumes enregistrés mais depuis des lustres. Je crois qu'on remonte entre 2018 et le crack Covid de mars 2020. Donc si capitulation finale il devait y avoir, désormais il n'y a plus aucun doute, elle est là, elle est sous nos yeux. La question à se poser, c'est est-ce qu'il reste des cadavres dans le congélateur de FTX ? Est-ce qu'ils vont nous péter eux aussi à la tronche ? Dans quelle mesure ? Malgré tout, comme je vous le disais à l'instant, on a déjà le marché qui s'est fait purifier précédemment, Terra Luna, UST, le Free Arrows Capital, STETH. Donc je ne pense pas que tout ce qui a été sorti du marché à ce moment-là puisse être ressorti maintenant, puisque ça a déjà été fait. Par contre, pour autant, à prendre en considération que les milliards, les dizaines de milliards qui sont potentiellement désormais bloqués pour des années peut-être, à part s'il y a un repreneur du côté de FTX, c'est de l'argent de whales aussi qui va peut-être ne pas pouvoir être remis sur le marché. Donc ça peut renforcer ce sentiment à court terme de rebond technique qui sera très léger, pas tellement suivi et d'un cours qui pourrait venir s'échouer effectivement à terme dans ce creux de volume profile à 12-13 000. Une fois qu'on est à 15 000, espérer 12-13 000, je veux dire, c'est clairement plus une utopie ou un déni ou quoi que ce soit par rapport à ceux qui attendaient des targets baissières. Par contre, là où on rentre dans un certain territoire inconnu et là où ça risque de laisser des traces pour plus tard, c'est que c'est la première fois historiquement au niveau du marché crypto que nous nous installons durablement sous l'ancienne ATH. Pour rappel, l'ex 3000 $ ici de décembre 2018, c'était en x2 de l'ancienne ATH du cycle précédent. Donc ça va être un narratif qui va être très largement certainement alimenté autour des FUD et tout ça. Méfiez-vous aussi de tout ce qui circule sur les réseaux parce que pour tout simplement faire le tri entre le bon et le mauvais, c'est extrêmement compliqué à court terme. Pour ceux qui sont là pour du long terme, eh bien, c'est l'épreuve de foi, j'ai envie de dire, de voir si vous étiez effectivement là pour du long terme et pour essayer de vous faire une épargne en contribuant à cet écosystème qui est quand même un écosystème magnifique au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies. Pour autant, je ne vais pas non plus dire le contraire, on accuse tous le coup. Aujourd'hui, on s'est pris un sérieux coup de massue et on ne sait pas justement quelles vont en être derrière toutes les conséquences. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve peut-être pas demain puisque j'aurai aussi besoin peut-être un peu de souffler samedi au grand maximum et je vous souhaite malgré tout une très bonne journée pour ceux qui suivront, qui continueront de suivre et je peux comprendre aussi ceux qui en ce moment ont envie de tourner la page ou de penser à autre chose, ce qui est tout à fait louable et je vous encourage vivement à vous sortir le nez des écrans. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.